Bonjour, bienvenue aux conférences Raphaël. Alors, on va ensemble décliner de la pédiatrie. Ça tombe bien, je suis pédiatre, Marc Belaïch, de l'hôpital Robert Debré à Paris, où j'ai la chance d'exercer. Et donc, on va ensemble décliner le dossier numéro 1 avec, comme vous le savez, en termes de méthodologie, vous qui êtes des étudiants qui sont tout à fait dans la pertinence des conférences et l'obligation initiale toujours de lire l'énoncé du début jusqu'à la fin, puisque pour arriver à répondre aux clés, il faut absolument se mettre dans la peau de l'examinateur, du correcteur, celui qui a posé le sujet, qui a suivi un fil rouge, et une fois qu'on a le fil guide, il suffit de s'introduire dans ce fil guide pour arriver à intégrer la pensée du correcteur et par conséquent à donner les mots-clés qui vont être les plus cotés. Et ensuite, après, vous avez le maximum de points. Vous êtes interne, puis chef de clinique, puis effectivement chef de service, président de la République, etc. Bref, on commence ensemble et on va décliner ce dossier il s'agit d'un nourrisson de 2 mois qui s'appelle Charles. Et alors là, tout de suite, première chose, quand on est dans un sujet de pédiatrie, il faut savoir que la première chose qu'on met sur sa fiche de brouillon, c'est quel âge a le nourrisson. Parce qu'un nourrisson qui a une détresse respiratoire comme ce Charles-là, s'il a 2 mois, ce n'est pas du tout la même chose que s'il a 6 ans. Une détresse respiratoire sifflante à 2 mois, ça va être une bronchiolite, comme on va le voir, alors qu'une détresse respiratoire sifflante à 6 ans, ça va être une crise d'asthme. Autrement dit, les mêmes symptômes exactement avec des âges différents, c'est à la fois une prise en charge différente, c'est à la fois un diagnostic différent. Donc attention, tout de suite, quel âge il a? Ici, il a 2 mois, je rappelle brièvement, de 1 à 28 jours, on est nouveau-né. À partir du 29e jour, on rentre dans la période du nourrisson jusqu'à peu près 2 ans. Et là, il a une gêne respiratoire qui a débuté en hiver avec une rhinite claire. Je rappelle que la rhinite, ça n'est pas un symptôme qui est complètement anodin chez le nouveau-né, chez le petit nourrisson, puisque ça peut générer parfois une obstruction nasale qui elle-même génère une détresse respiratoire. Mais évidemment, on est à ce moment-là peu ou pas fébrile et il suffit de désinfecter le nez pour que l'enfant respire bien. On a des ronchis, mais on n'a pas de sibilant sur une rhinite isolée. Et puis ensuite, on vous dit qu'il n'a pas d'antécédent particulier, que sa croissance est normale, il est gardé en crèche. Le père est fumeur, vous allez me dire, bon, pourquoi? Mais si, c'est important, quand on est dans un cadre de tabagisme passif, on est plus, on va dire, sensible aux infections respiratoires. Ça a bien été marqué entre la corrélation entre les épisodes de toux d'un nourrisson et sa nicotinurie urinaire, c'est-à-dire le fait qu'il a inhalé des vapeurs de tabac pendant les journées d'exposition. Ici, en termes de symptomatologie, c'est ce petit Charles, vous voyez qu'il y a une toux et une rhinite, plus des difficultés d'alimentation, il prend que la moitié de ses biberons, et puis on a prescrit à la fois séance de kiné, bronchodilatateur. Alors vous voyez, il y a ventoline et salbutamol. Eh bien, ventoline et salbutamol, il faut savoir que quand on vous donne un sujet, il y a à la fois toujours la DCI et un nom commercial. Alors que quand vous écrivez le nom d'un médicament, vous avez le droit soit à la DCI, soit au nom commercial. Vous pouvez écrire les deux, bien sûr, mais vous pouvez aussi n'écrire qu'un des deux. C'est quelque chose qui est accepté par les correcteurs. Et puis, la gêne s'est accentuée. On retrouve un enfant tonique, mais qui a du mal à respirer. Et puis là, on vous dit, il a un tirage sous-costal net, un balancement thoraco-abdominal. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il a des signes de lutte. Effectivement, ces signes de lutte, quand on est en pédiatrie, tout de suite vous dites « Ah oui, ça me permet de me rappeler, il y a le moyen mnémotechnique B tire en geignant, c'est-à-dire B balancement thoraco-abdominal, B battement des ailes du nez,
tirage intercostal, en entonnoir xiphoïdien, j'ai gênement expiratoire. Alors vous allez me dire, voilà, ça c'est l'indice de Silverman. Oui, attention, ce sont les mêmes signes de lyte tout au long des dossiers en pédiatrie, sauf que l'indice de Silverman, c'est avant tout un indice qui est destiné au nouveau-né, même le nouveau-né prématuré, autrement dit à 2 mois, on va dire il a des signes de lutte qui s'expriment comme cela, mais on ne parlera pas d'indice de Silverman coté à 0, 8, 9, ce que vous voulez. Il n'y a pas de perte de poids, il n'y a pas de sueur, et puis il a une température qui est modérée, avec une fréquence respiratoire à 70 par minute. Alors là, vous dites, c'est quoi à peu près 70 par minute chez un adulte, évidemment, c'est quelqu'un qui respire extrêmement vite. Il faut savoir que la respiration normale chez un enfant, elle est un petit peu plus importante que chez un adulte, mais au-delà de 60 minutes, c'est une polypnée de manière absolument indiscutable. Il y a des sibilants et ronquis qui sont audibles avec une saturation à 93 sous air ambiant. C'est capital d'avoir ce chiffrage de la saturation. Effectivement, on sait que quand on a un enfant qui arrive aux urgences, la seule manière objective de savoir est-ce qu'il est en détresse respiratoire aiguë ou pas, c'est de mesurer sa saturation en oxygène, en air ambiant. C'est ce qu'on appelle un PMZ si on ne l'a pas mis dans l'évaluation objective d'une détresse respiratoire en pédiatrie. Et là, on vous dit qu'il y a des sibilants et ronquis. Ça veut dire qu'on a à la fois une atteinte peut-être de la bronche et sibilant de la bronchiole. Sibilant, vous savez, c'est ces sifflements qui sont audibles à l'auscultation, alors que quand les sifflements sont audibles à distance sans le stéthoscope, on appelle ça, avec la terminologie anglaise, c'est-à-dire le wheezing, W-H-E-E-Z-I-N-G. Alors, vous vous dites très bien, ce dossier, ça commence avec une histoire de nourrisson, voyons où il veut en venir. Quel est le diagnostic le plus probable? Vous avez la détresse respiratoire avec les sifflements, évidemment. Vous vous dites très facilement que ça va être une bronchiolite, mais vous n'écrivez pas tout de suite. Vous lisez d'abord jusqu'au bout. Vous savez bien que nourrisson plus détresse respiratoire sifflante, c'est une bronchiolite. Quand on a un enfant souvent un petit peu plus âgé, mais parfois dès l'âge de nourrisson, avec plutôt des crépitants et une fièvre très élevée, c'est plutôt la pneumonie. Et quand vous avez un enfant ou un jeune adulte qui a peu de fièvre avec des ronquis dans une ambiance virale, c'est plutôt la bronchite. Mais je vous le dis, à l'ECN, la bronchite, ce n'est pas quelque chose qui sort en pédiatrie, contrairement à l'adulte où on a cette bronchite qui s'intègre dans l'évolutivité de la bronchopneumopathie obstructive ou BPCO. Là, on n'a pas des nourrissons qui ont une BPCO dès la naissance. Autrement dit, la bronchite, c'est un diagnostic que vous n'aurez pas à faire l'ECN. Donc, avant tout, c'est est-ce qu'il a plutôt une pneumonie ou une bronchiolite? Et ici, on a tous les items pour penser plutôt à une bronchiolite. Après, on vous dit le diagnostic se confirme, les critères d'hospitalisation. Là, tout de suite, c'est important que vous sachiez que dans l'item bronchiolite, ce que vous avez à savoir, c'est la symptomatologie, mais ça, elle est assez classique. On ne vous demandera jamais énormément de choses. Elle est facile à retenir. Par contre, il faut savoir quels sont les critères de traitement et quels sont les critères d'hospitalisation et quel est le traitement nécessaire. Et là, on vous demande la prise en charge. Attention, prise en charge, ce n'est pas pareil que traitement. Prise en charge, c'est traitement et éventuellement, s'il y a des examens à faire, lesquels fait-on? Et puis, on vous demande de critiquer. Alors là, dans les précédentes ECN, on a bien montré que non seulement vous demandez ce qu'il fallait faire, mais aussi ce qu'il fallait ne pas faire, ou bien ce qui a été fait et qu'il fallait ne pas faire. Autrement dit, les erreurs à ne pas commettre font partie aussi des dossiers. Ça permet une analyse critique des attitudes médicales. Vous voyez, il n'y a pas que les articles qu'on analyse en termes de lecture critique. Et puis ensuite, on vous dit que il passe ce cap aigu, donc une histoire respiratoire, pour avoir un problème qui a un problème au niveau des oreilles et un problème infectieux. Donc vous dites OK, il a l'histoire d'une bronchiolite, ensuite qui se complique en otite, et ça c'est pas très étonnant, parce que c'est quoi les deux complications infectieuses de la bronchiolite? C'est l'otite et la pneumonie. D'ailleurs, c'est ce qui nécessite lors d'une bronchiolite de prescrire des antibiotiques. Les bronchiolites, c'est une maladie virale où on ne prescrit pas d'antibiotiques, sauf dans 3 situations. Lesquelles? 1. L'otite moyenne aiguë purulente. 2. La pneumonie aiguë.
souvent franche lobaire aiguë, et 3, une fièvre de plus de 38,5 depuis plus de 3 jours, ou un syndrome inflammatoire très important. Donc là, on est dans une complication classique, ça coule. Puis brusquement, on vous dit que c'est plus le problème de Charles qui est petit, on vous a greffé, si je puis dire, un plus grand enfant qui a un problème de douleur testiculaire. Alors la douleur testiculaire, c'est la hantise de l'urologue qui est la torsion du testicule, ça vous le savez, donc tout de suite vous pouvez écrire. Hein. Déjà là vous pouvez écrire avec les diagnostics bronchiolite, otite, torsion du testicule. Après on vous dit qu'à la fois il a des testicules inflammatoires et qu'il a un cou qui est un petit peu enflé. Donc là, même si vous ne savez pas où il veut en venir, vous dites bon, il y a probablement une maladie systémique qui est au-delà de cette torsion du testicule qui est un phénomène heureusement que local. Et puis quant à la question 7, on vous dit aurait-on pu prévenir cette pathologie? Ça veut dire que oui, et ça veut dire qu'il y a probablement un vaccin. Donc un vaccin qui est efficace sur une maladie où il y a à la fois un problème de testicules et un problème de cou, tout de suite, là, vous dites, ah, il a probablement décliné sur un problème des oreillons. Et puis après, on vous parle de fertilité, mais bon, ça n'est pas problématique. Alors, une fois que vous avez dénudé, entre guillemets, ce dossier, vous savez exactement où l'examinateur veut en venir, en lisant donc attentivement, hein, on va répondre de manière extrêmement pragmatique et par l'intermédiaire de mots-clés aux différentes questions, en sachant qu'on va expliquer pourquoi il faut évidemment mettre les mots en question. Donc, le plus probable, c'est bronchiolite virale. Si vous avez mis bronchiolite, ça suffit. Bronchiolite à virus respiratoire syncytial, c'est aussi bon. Si vous avez mis bronchio-alvéolite, c'est aussi possible, parce que parfois la bronchiolite est effectivement est responsable aussi, le VRS est responsable aussi non seulement d'une inflammation de la bronchiole, mais aussi de l'alvéole, même si là il n'y avait pas des crépitants et juste des sibilants. Alors, vous savez, quand il y a une alvéolite, il y a souvent un petit peu des crépitants. Et quand vous donnez une réponse, toujours vous la justifiez. Et comment vous la justifiez ici? Eh bien, parce que vous avez à la fois une maladie qui survient en collectivité. Ici, on est en hiver en collectivité. Les maladies épidémiques hivernales qui surviennent en collectivité, qui donnent un problème respiratoire, c'est la bronchiolite, et qui donnent des problèmes digestifs, c'est souvent un peu plus tard dans l'année ou un peu plus tôt dans le printemps, c'est la gastro-entérite aiguë virale. On a cette donnée anamnestique, et puis on a une rhinorrhée. Vous dites, la rhinorrhée, c'est disjoint. Pas du tout. Il faut savoir qu'avant que le VRS atteigne les bronchioles, il atteint d'abord le nez. La preuve en est, c'est que quand on fait, et quand on veut faire un diagnostic précis de bronchiolite, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On fait un prélèvement par immunofluorescence des sécrétions nasopharyngées. Donc on cherche au niveau du nez le virus qui donne cette pathologie de bronchiolite. Donc qui est une rhinite AVRS avant la bronchiolite AVRS, c'est quelque chose qui fait partie inhérente du diagnostic. Et puis là vous avez la gêne respiratoire peu fébrile pour bien distinguer du reste. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'aime bien, et c'est pour ça qu'on le cote, qu'on donne à la fois le diagnostic, pourquoi c'est ça, et qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Et donc, quand on donne le diagnostic différentiel, ça enrichit la question, ici, ça l'enrichit de 3 points pour être pragmatique. Ça ne peut pas être une simple rhinite obstructive sans autres éléments ajoutés, parce que ici, on a une auscultation pulmonaire qui est anormale. Or, dans les rhinites obstructives simples, il n'y a pas de raison qu'il y ait des sifflements. La myocardite virale, ça n'est pas une élugubration de mon esprit, c'est tombé à l'ECN en 2010. Il faut savoir que on a des signes d'insuffisance cardiaque qui peuvent mimer les signes de bronchiolite. Or, la première cause d'insuffisance cardiaque du nourrisson, c'est la myocardite aiguë virale, due souvent à un Coxsackie virus, peu importe. C'est quoi les 4 signes constants de l'insuffisance cardiaque aiguë? C'est hépatomégalie, tachycardie, cardiomégalie et polypnée. La polypnée, on l'a dans la bronchiolite. La tachycardie, on l'a dans la bronchiolite. Vous allez me dire, ah oui, mais l'hépatomégalie. Attention à l'hépatomégalie, parce que souvent on palpe le foie et on se dit, ah, il y a une hépatomégalie. Or,
Dans la bronchiolite, il y a une distension thoracique, donc un aplatissement diaphragmatique. Qu'est-ce qu'il y a sous le diaphragme droit? Il y a le foie, et donc il y a une ptose hépatique, et du coup, il y a une fausse sensation d'hépatomégalie qui est relativisée une fois qu'on a percuté le bord supérieur du foie. Là, on a vu que au niveau du bord supérieur, celui-ci se projette très proche de la dernière côte. Autrement dit, on est manifestement devant plus une ptose hépatique qu'une hépatomégalie. Mais parfois, le distinguo cliniquement est difficile à faire. Puis pour faire le diagnostic de cardiomégalie, il faut faire une radio. Or, cliniquement, quand on est devant le cadre d'une bronchiolite, on ne fait pas une radio spontanément initialement pour faire le diagnostic. Donc faites attention, d'autant plus que l'insuffisance cardiaque du nourrisson, parfois elle évolue à bas bruit, elle est souvent droite au début, c'est-à-dire reflux hépatojugulaire, œdème ou turgescence des jugulaires. Autrement dit, ce n'est pas une caractéristique classique, ce n'est pas l'insuffisance cardiaque de l'adulte où ils font l'œdème aigu du poumon d'emblée. Donc c'est un diagnostic différentiel qu'il faut savoir évoquer le jour de l'ECN dès que vous avez un enfant qui respire difficilement, qui a une détresse respiratoire dans un contexte peu fébrile. Et puis quand on est dans le cadre d'une pneumopathie, c'est des crépitants, c'est plutôt 40 de fièvre, autrement dit là, on n'était pas du tout dans la recherche d'une telle pathologie. Une fois qu'on a répondu à cette question assez simple, somme toute, on arrive à la deuxième question où là, c'est du cours. C'est du cours, c'est-à-dire qu'il faut savoir, alors ça, il faut être vraiment carré, quels sont les critères d'hospitalisation devant le diagnostic de bronchiolite aiguë du nourrisson. Voilà, les choses ont été édictées par une conférence de consensus avec un grade C, ce qui n'est pas énorme, mais enfin qui montre quand même qu'il y a des données de la littérature qui convergent vers le fait qu'il faut, dans certaines situations, hospitaliser le nourrisson pour le surveiller et pour améliorer son traitement symptomatique. Eh bien, quels sont ces éléments? Vous avez vu, il y a 2, 5. 1, la saturation, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est vraiment capital, toujours d'évaluer la saturation. S'il respire mal sous air ambiant, il va falloir le supplémenter en oxygène, donc il va falloir l'hospitaliser. Et puis, beaucoup plus surprenant, c'est les troubles digestifs. Effectivement, pourquoi les troubles digestifs sont un des critères d'hospitalisation d'une bronchiolite aiguë? Pour la simple raison que le VRS, quand il attaque la bronchiole, il y a une dessiccation muqueuse et du coup, il y a un conglomérat avec une sorte d'embole de la lumière bronchiolaire par ces bouchons muqueux. Et ces bouchons muqueux, ils se forment, sauf si il y a une très bonne rhéologie. Ça veut dire quoi la rhéologie? C'est-à-dire qu'il y a bien une fluidité de la bronchiole qui est préservée et pour ça, il faut qu'il y ait une hydratation suffisante. Donc si l'enfant est déshydraté, qu'il ne boit pas assez, qu'il vomit, qu'il a la diarrhée, attention, il y a des risques qu'il soit dans un état d'hydratation insuffisant et du coup qu'il fasse des complications de la bronchiolite uniquement inhérents à cet état de déshydratation sous-jacent. Autrement dit, on voit aussi les problèmes digestifs chez cet enfant qui a des signes de bronchiolite. Et puis il y a des choses beaucoup plus surprenantes, l'aspect toxique, alors j'appelle ça vulgairement délit de sale gueule. C'est quoi le délit de sale gueule? C'est vous voyez un nourrisson, il arrive, vous dites ah non celui-là je ne le sens pas. Hop, on l'hospitalise. Des fois, la mère vous dit, mais pourquoi? Vous dites, je sais pas, il a... Alors, l'aspect toxique, au début, c'est ce qu'on appelle le faciès cireux, gris du nourrisson. C'est très difficile à 2 mois de dire, il est gris celui-là. Surtout si il a une peau colorée à la base. C'est sûr que le jaune-gris, le noir-gris, c'est quand même pas facile à faire comme diagnostic. Toujours est-il que quand l'enfant a une altération importante de l'état général, vous voyez un bébé mou qui est triste, vous allez l'hospitaliser. Alors s'il a une détresse respiratoire importante, ça vous savez, hein, on ne va pas répéter sur l'importance des signes de lutte, sur justement l'atténuation de ces signes de lutte dans un contexte d'épuisement respiratoire, si il est bleu, si il est très polypnéique, hein, et puis un élément beaucoup plus simple, c'est l'âge. Alors là, au moins, c'est normatif. Moins de 6 semaines, on hospitalise. Plus de 6 semaines, on a d'autres éléments cliniques qui nous permettent d'orienter notre décision. Et puis, il y a le terrain. Outre
l'âge, eh bien, il y a le fait que ce soit un ancien prématuré, qu'il y a une pathologie respiratoire sous-jacente, une cardiopathie sous-jacente, des difficultés psychosociales, des difficultés pour surveiller l'enfant. Et puis, il y a aussi un déficit immunitaire que je n'ai pas coté ici, puisque on ne le cotera pas, je pense. Et puis, il y a un autre item qui est écrit dans la conférence de consensus de 2000, mais qui est un peu particulier, c'est s'il y a des problèmes de troubles ventilatoires radiologiques. Sauf que on ne fait une radio que si on suspecte qu'il faille hospitaliser le nourrisson. S'il faut hospitaliser le nourrisson, il faut faire une radio. Et là, on vous dit, on hospitalise uniquement si la radio est anormale. Oui, mais la radio, on l'a fait que si on l'hospitalise. Donc là, on est dans une sorte de cercle vicieux qui fait que quand l'enfant a certains critères qui nous inquiètent, on fait la radio en vue d'une hospitalisation et les résultats de la radio nous confirment qu'effectivement, parfois, il faut hospitaliser l'enfant. C'est rare que l'enfant soit complètement nickel, il est juste les troubles ventilatoires radiologiques qui nécessitent l'hospitalisation. C'est un cas de figure qui ne se verra pas le jour de l'EC. Une fois qu'on a fait le diagnostic et qu'on a vu quand il fallait l'hospitaliser, dans le cas précis, quelle est la prise en charge? Prise en charge, premièrement, justement, est-ce qu'on l'hospitalise ou pas? Là, on a assez de critères pour dire qu'il faut l'hospitaliser. Deuxièmement, on prend en charge son traitement, sachant que le traitement de la bronchiolite n'est pas un traitement médicamenteux. C'est un traitement uniquement symptomatique. Et c'est quoi les symptômes? C'est une détresse respiratoire qui fait qu'il respire mal, donc il faut lui donner de l'oxygène. C'est éventuellement, et on va le voir, c'est très discutable, le fait que comme il y a des bouchons muqueux, on fasse de la kinésie pour essayer qu'il expectore les bouchons muqueux. Or, vous savez, il y a deux, entre guillemets, races dans le monde des humains qui ne crachent pas, c'est le nourrisson et la femme, paraît-il. Il paraît que la femme ne crache pas. Enfin, si jamais une femme crache vers vous, il faut que vous vous posiez des questions sur, effectivement, sa valeur chromosomique de l'état que vous voyez en face. Toujours est-il que là, on est dans un traitement non médicamenteux où on propose de l'oxygène par sonde nasale, on lui fait une désinfection rhinopharyngée puisque on a dit qu'il respirait beaucoup par le nez, on fractionne l'alimentation parce que c'est important qu'il mange, et puis on lui donne du paracétamol avec la surveillance. Et comme je l'ai dit, la prise en charge, c'est non seulement le traitement, mais les examens complémentaires. Or, le seul examen complémentaire qu'il faut faire chez un nourrisson qu'on va hospitaliser pour une bronchiolite, c'est la radiographie de thorax. La numération formule sanguine, le ionogramme sanguin, l'hémoculture, la recherche de VRS par immunofluorescence sur les sécrétions nasopharyngées, tout ça, c'est quelque chose de complètement marginal. Le mot-clé, c'est radiographie thoracique, justement pour essayer d'éviter d'errer dans certains diagnostics comme l'insuffisance cardiaque qu'on a vu ou éventuellement autre chose. Et puis alors on vous demande de critiquer ce qui a été fait, puisque cet enfant déjà il était mal. Un, il n'a pas été hospitalisé alors qu'il nécessitait une hospitalisation. Et deux, on lui a donné des traitements qui n'ont pas d'effet démontré selon l'évidence base médecine. Effectivement, aucune amélioration en termes d'items objectifs, que ce soit la saturation, la durée de l'hospitalisation ou la qualité de ces symptômes pendant l'hospitalisation. Véritablement, on a démontré, Cochrane Database, vous savez, c'est des méta-analyses, donc c'est des éléments qui sont quand même assez significatifs. Autrement dit, bronchodilatateur, quand vous serez interne en pédiatrie, et j'espère que vous irez vers cette belle spécialité, vous pourrez au cas par cas éventuellement donner des bronchodilatateurs, mais le jour de l'ECN, soyons normatifs, pragmatiques, bronchiolite égale pas de traitement médicamenteux, donc en tout cas, hormis le paracétamol, donc en tout cas pas de bronchodilatateur et pas, on va le voir maintenant, pas de corticoïdes, puisque les corticoïdes ne peuvent être donnés que si on est dans un contexte d'asthme, mais l'asthme du nourrisson, il faut qu'il y ait plusieurs épisodes de dyspnée sifflante, au moins 3. Autrement dit, là, on est dans le premier épisode à 2 mois, en aucun cas les corticoïdes. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la kinésithérapie? La kinésithérapie, ça n'est pas encore tranché. La seule chose qui est sûre, c'est qu'une étude française, pour une fois,
une étude de recherche clinique française qui a été faite dans certains hôpitaux parisiens, qui a un terme un peu gnangnan, ça s'appelle bronchinou, mais bon, les pédiatres aiment bien être un peu gnangnan, on vous dit le petit Jules, tatati, bon, pardonnez-nous. Toujours est-il que, qu'est-ce qu'on a démontré? Que ça n'avait pas d'effet d'entreprendre une kinésithérapie bien faite chez des nourrissons qui ont une bronchiolite. Ça a été fait en double aveugle, c'est-à-dire que pendant que le kiné faisait une séance, le médecin qui évaluait après ne savait pas si le kiné derrière un drap faisait la séance ou ne la faisait pas. Il y avait des bruits de pleurs qui étaient enregistrés. Autrement dit, une recherche clinique qui était intéressante puisque ça débouchait sur on va dire une démarche clinique et thérapeutique qui était très pragmatique. Et si on fait l'ensemble de la littérature, on voit que certaines situations où les enfants sont très encombrés, ils peuvent être éventuellement améliorés par la kinésithérapie. Autrement dit, kinésithérapie, pourquoi pas, mais en tout cas, ne pas la mettre en avant comme c'était le cas il y a encore 5-6 ans où on disait le traitement de la bronchiolite, c'est la kinésithérapie respiratoire. Et si tu ne mets pas ça, tu as 0 à la question. Oui, ça a été dit, donc vous voyez qu'en médecine, il faut savoir évoluer. Et en termes de dossier, il faut savoir aller toujours plus loin. C'est pour ça que vous suivez des conférences Raphaël qui sont filmées régulièrement au cours des années pour qu'il y ait une adéquation entre les recommandations médicales, ce que vous avez à prendre et ce qui va tomber à l'ECN. Et puis, on a fini la bronchiolite, on passe à autre chose, c'est l'otite, et on vous demande comment la traiter. Parce que le diagnostic d'otite, c'est un diagnostic qui est très difficile à faire, mais sur un dossier, on ne va pas vous demander, essayer d'expliquer comment vous faites le diagnostic d'otite. Voir le tympan, c'est quelque chose en pratique qui est d'autant plus difficile que souvent on a des appareils qui sont des appareils peu performants, alors que pour faire des véritablement beaux diagnostics d'otite moyenne aiguë, il faut avoir soit le microscope, soit des appareils beaucoup plus perfectionnés avec la possibilité d'enlever le cérumen. Il faut bien prononcer ça parce que l'autre fois, j'ai dit à une maman, alors que j'étais en train d'enlever le cérumen sur l'oreille de son enfant, je lui ai dit, écoutez, voilà, je lui enlève le cérumen, puis comme il en avait beaucoup, j'ai pris un certain temps pour que soigneusement je lui enlève toute la cire qu'il avait dans l'oreille, puis à un moment, la mère était proche du malaise et a dit, non, docteur, je vous en supplie, arrêtez de faire ces manipulations. Je lui ai dit, mais je lui enlève juste le cérumen. Il dit, non, arrêtez de lui enlever sa chair humaine. Alors c'est sûr que chair humaine, ça faisait beaucoup plus peur, mais là, c'était juste le cérumen. Bref, arrêtons ces digressions pour revenir à l'otite moyenne aiguë. L'otite moyenne aiguë qui, quand il y a un respect des reliefs avec un triangle lumineux chez un nourrisson avec donc un épanchement rétrotympanique qui est clair, on parle d'otite moyenne aiguë congestive et celle-là, elle ne requiert pas d'antibiothérapie. On voit un tympan rouge et plat. Là, comme vous voyez, il y a ici un élément qui vient vers vous et qui définit l'otite moyenne aiguë purulente. Otite moyenne aiguë purulente qui requiert systématiquement une antibiothérapie chez le nourrisson, chez le plus grand au-delà de 2 ans. Il faut vraiment que ce soit symptomatique pour que cette antibiothérapie soit utilisée. Alors, l'otite, attention, il y a plusieurs types. Il y a l'otite externe. Alors celle-là, elle a besoin que d'antibiotiques par voie locale. On n'a pas besoin d'antibiothérapie par voie générale. Il y a l'otite séreuse qui est due à un épanchement rétrotympanique qu'on voit ici où le tympan est terne. Et là, le problème, c'est pas la fièvre, c'est pas la douleur, c'est pas l'otalgie, c'est l'hypoacousie. Il y a un tympan qui fait en sorte qu'on n'entend pas bien. Et puis, il y a l'otite moyenne aiguë qui devient de congestive à purulente et qui occasionne des signes fonctionnels et des signes généraux. Et dès que le tympan qui est plat commence à devenir bombé, à ce moment-là, on rentre dans l'étape de l'otite moyenne aiguë purulente qui peut parfois même être flicténulaire dans le cadre de la myalgie bulleuse. Autrement dit, il faut savoir analyser sémiologiquement pour avoir une attitude thérapeutique adaptée. Alors, quel antibiotique on prescrit? Si on était encore il y a quelques années, je vous aurais dit, c'est les 2 derniers items, c'est-à-dire soit de l'amoxicilline acylclavulanique augmentin pour traiter le pneumocoque et l'hémophilus, soit le cefpodoxime proxétyl, c'est-à-dire l'Orelox, une céphalosporine de 3e génération par voie orale. Sauf que
On a bien confirmé que les deux principales bactéries, c'était le pneumocoque et l'hémophilus. Ça, on le savait. Si on vous demande dans le sujet quel est l'agent pathogène et pas quelles sont les bactéries, mais quel est l'agent pathogène responsable, il faut répondre virus, il ne faut pas répondre bactéries. Donc ça, quelles que soient les publications, c'est assez corollaire. Vous voyez que dans 30% des cas, on retrouve rien du tout. Mais j'aimerais, sur cette étude, s'apesantir un peu parce que cette étude qui a été, qui est déjà même un tout petit peu ancienne et qui date de 2010, eh bien, elle montre qu'avant l'ancien vaccin, qui est le Prevnar avec 7 valences, heptavalent, et après le Prevnar heptavalent, eh bien, le nombre de pneumocoques de sensibilité diminué à la pénicilline, celui qui nous faisait peur, celui qui nous imposait une antibiothérapie lourde, ce PSDP, il est passé effectivement de 23%, un quart des cas, à 4%. Et en plus, on était avec le Prevnar 7, c'est-à-dire que là, on est avec le Prevnar 13 valences, qui couvre le 19A et tous les méchants, tous les méchants pneumocoques. Et donc, avec ça, sans nul doute, le pénicilline, les pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline vont complètement s'amender, voire disparaître, au profit d'autres types de pneumocoques, ceux qui probablement seront intermédiaires à la pénicilline, puisque ici, vous voyez, on passe de 30 à 43%. Autrement dit, c'est plutôt cette souche de pneumocoque avec cet antibiogramme qui va être la plus souvent responsable d'otite à l'intérieur du tympan de nos enfants. On va voir, c'est important pour tout à l'heure, qu'en termes d'hémophilus, et c'est ce pourquoi on mettait en même temps que l'amoxicilline l'acide clavulanique, eh bien, le taux de bêta-lactamase a lui aussi drastiquement diminué et va probablement continuer dans cette chute de type de résistance. Alors malheureusement, il va y avoir d'autres types de résistance qui vont apparaître, mais en tout cas, le côté acide clavulanique nécessaire à l'augmentin va s'estomper. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour les souches intermédiaires à la pénicilline, eh bien pour ces souches intermédiaires, quel est celui qui a la meilleure concentration sérique et celui qui a la meilleure CMI? Eh bien on voit que c'est l'amoxicilline et non pas le cefpodoxime, c'est-à-dire qu'il ne faut plus utiliser en première intention de céphalosporine de 3e génération dans l'otite moyenne aiguë, mais plutôt de l'amoxicilline. Or, on l'a vu, l'amoxicilline avec de l'acide clavulanique n'a plus l'intérêt qui était le sien auparavant. Donc dans un premier temps, et ça c'est vraiment important, il faut savoir que traiter un nourrisson pour son otite, c'est éviter des complications, certes, mais ça c'est la théorie. En pratique, qu'est-ce qu'on voit? Que ça améliore juste la douleur. Bon, c'est sûr qu'ils aient moins mal, c'est intéressant. Mais c'est quand même pas significatif, d'autant plus que pour améliorer un enfant, il faut en traiter en moyenne 10. Donc la rentabilité du traitement n'est pas extrêmement valorisante. Mais il faut le faire pour éviter ces complications qui, même si elles sont rares, ne sont pas exceptionnelles. Tout ça pour dire qu'on est dans le cadre d'un retour à l'amoxicilline et que le traitement actuel de l'otite moyenne aiguë, c'est l'amoxicilline. Une amoxicilline pendant 8 à 10 jours, je vous rappelle que le traitement court à 5 jours n'a pas l'efficacité, donc il faut traiter de l'amoxicilline associée évidemment à du paracétamol. Donc on avait fait la bronchiolite, on a fait l'otite, maintenant on regarde ce qui se passe pour Léo. Donc le torsion du cordon spermatique, évidemment en tête de file. Le reste, l'orchite, la torsion et la hernie inguinale, c'est quand même beaucoup plus marginal. Et quand on est devant une torsion, la première chose à faire, c'est d'explorer chirurgicalement après avoir demandé l'avis aux parents. Pourquoi? Parce que suite à une torsion du testicule, il y a éventuellement l'indication d'une orchidectomie. Et quand on enlève le testicule d'un nourrisson, vous imaginez bien qu'il faut demander l'avis des parents. Même si après, vous le savez, il y a une possibilité qu'on puisse mettre en place des prothèses. Eh bien, donc torsion du testicule, autorisation d'opérer, et puis évidemment l'exploration scrotale pour voir, et souvent on fixe le testicule contralatéral par orchidopexie
pour arriver à se trouver dans une situation qui est embêtante. Et puis, en fait, en plus de ces testicules rouges, tout à coup, on voit qu'il y a le cou gonflé. Dans cette situation, en sachant que la question d'après, on va vous parler de vaccin, c'est évidemment les oreillons qu'il fallait évoquer avec cette association parotidite et orchite. Alors, quand on dit le cou gonflé, il paraît que le visage est dit proconsulaire. Alors, voilà ici un nourrisson qui a une parotidite. Le voilà photographié sur un autre angle. Comme vous le voyez, il y a ici un cou qui est épaissi. Quand il y a une adénopathie, il y a le sillon qui est encore bien, avec l'articulation temporomandibulaire qui est encore bien visible. Quand il y a une parotidite, ça gonfle et ça prend tout avec l'absence, on va dire, d'un repère anatomique visible au niveau du cou. Je ne savais pas ce que c'était un cou proconsulaire, donc j'ai fait une revue de la littérature scientifique. Je suis tombé évidemment sur Astérix et Obélix et on voit ici que ce consul a le cou qu'il lui faut. Et j'espère que vous-même n'aurez jamais un cou proconsulaire, même si vous aurez, j'espère, le salaire du consul. En ce qui concerne les oreillons, qu'est-ce qu'il faut savoir dans cette question? Les choses sont assez simples, puisqu'on vous demande quelles sont les atteintes possibles. Eh bien, c'est avant tout les parotides, le testicule, puis aussi la pancréatite. Il faut faire un dosage de l'hypasémie et la méningite ourlienne, qu'il faut savoir évoquer. C'est une méningite lymphocytaire, comme vous le savez. Est-ce qu'on aurait pu prévenir cette pathologie? La réponse, si on vous la pose, c'est que c'est oui. Alors, il ne faut plus dire ROR. Vous savez qu'il y a un vaccin combiné rougeole, oreillon, rubéole, qui est un vaccin vivant atténué. Vous savez qu'autrefois, il y avait un problème avec l'allergie à l'œuf. Maintenant, c'est sûr, ni la rougeole ni les oreillons ne constituent une contre-indication à la vaccination si l'enfant est allergique à l'œuf, puisque c'est de l'œuf qui est un petit peu cuit. Et même s'il y a des particules d'œuf dans les vaccins ou des analogies épitopiques, on peut quand même vacciner ces enfants. Qu'est-ce qui reste donc chez l'enfant allergique à l'œuf qu'il faut faire attention? C'est avant tout la fièvre jaune et certains vaccins grippaux. Toujours est-il qu'on propose cette vaccination avec une première dose à 9 mois s'il y a une entrée en collectivité, 1 an si jamais l'enfant n'est pas entré en collectivité. Et il faut dire que ce n'est pas un rappel qui est nécessaire, c'est une deuxième dose. Un rappel, ça veut dire on fait le premier, on a besoin du deuxième vaccin pour que l'ensemble du schéma vaccinal marche. Là, dès le premier vaccin, on peut se dire on est efficace. Mais c'est pour élargir la couverture vaccinale qu'on fait la deuxième dose ou cette dose dite de rattrapage qui n'est pas une dose de rappel. Donc, on peut effectivement, et il faut, ça rentre dans le calendrier vaccinal qui est recommandé et remboursé par la Sécurité sociale. Ça tombe bien parce que ça peut éviter en même temps la rougeole avec ces épidémies de rougeole qu'on craint tant. Mais il peut y avoir aussi des épidémies d'oreillons. Les épidémies ourliennes, elles sont véritablement difficiles à endiguer avec des problèmes de pancréatite, des problèmes éventuellement d'orchite, etc. Et quand on touche aux testicules, évidemment, c'est les mamans et les papas qui sont inquiets en disant mais est-ce qu'il va lui-même pouvoir avoir des enfants? Il faut savoir que l'atteinte endocrinienne ou l'atteinte exocrine testiculaire lors d'une pathologie ourienne est exceptionnelle, même si quand il y a une orchite, dans 25% des cas, il y a une orchite contralatérale, pour qu'il y ait l'atteinte de tous les différents éléments anatomiques qui sont à l'origine du processus de fécondation ultérieurement, pour qu'il y ait une atteinte, c'est exceptionnelissime. C'est moins de 1% des cas. Alors, certains disent que c'est entre 0,1% et 0,1 pour 1000. Bon, c'est très difficile parce qu'évidemment, on ne va pas faire des études en double aveugle pour essayer d'évaluer le potentiel de stérilité chez ces enfants. Autrement dit, là, on finit l'ensemble de la déclinaison de ce dossier que j'ai essayé de vous expliquer pas à pas, mais je crois que c'est important en détroit que vous soyez coucounés dans ces dossiers pour que
vous voyez à la fois ce que vous savez, ce qu'il faut savoir et ce que le correcteur attend de vous. Ça, c'est une notion que, au sein des conférences Raphaël, on va dire, faire en sorte de vous donner. Donc là, les items abordés, c'était la bronchiolite pour les bronchopneumopathies, l'otite, et puis après, en bas, plutôt, les oreillons et les pathologies génitoscrotales. C'en est fini pour le cas numéro 1, mais j'ai hâte de vous commander le cas suivant. Je vous remercie de votre attention.